S'il vous plaît, mes filles, aidez-moi à porter cela. Je suis si fatiguée. Si jamais je te revois arrêter les gens sur cette route, vieille sorcière, ce que tu viens de ressentir ne sera rien comparé à ce qui t'attend. » La vieille femme n'avait pas vu la gifle venir. Un instant, elle se tenait sur la route poussiéreuse, ses mains tremblantes tendues vers le ciel pour soutenir l'énorme fagot de bois sur sa tête, ses lèvres gercées formant une simple demande, « S'il vous plaît, mes filles, aidez-moi à porter cela. Je suis si fatiguée. » Et l'instant d'après, une main s'abattit sur son visage avec une telle force que sa tête se renversa sur le côté, et toute la route se tut. La fille qui avait frappé, Oma, ne broncha même pas. Elle se tenait au-dessus de la vieille femme, les yeux froids, et déclara, « Si jamais je te revois arrêter les gens sur cette route, vieille sorcière, ce que tu viens de ressentir ne sera rien comparé à ce qui t'attend. Maintenant, dégage de mon chemin. » La vieille femme se redressa lentement. Elle tourna doucement son visage vers Oma. La marque rouge de la gifle montait déjà sur sa joue. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux étaient tout à fait différents. Elle fixa Oma avec un regard ancien et totalement sans peur, et dit calmement, « Tu vas le regretter. Non pas parce que je te maudis, mais à cause de ce que tu es au fond de toi. Et un jour, très bientôt, ce que tu es au fond de toi te rencontrera sur la route. » Oma éclata de rire, attrapa le bras de son ami Ini, et s'éloigna. Tout le village d'Ubéo connaissait Ini et Oma comme un duo inséparable. Amies depuis l'école primaire, elles mangeaient dans la même assiette, partageaient des secrets sous l'arbre Oudala. De l'extérieur, leur amitié semblait parfaite. Mais si on regardait de plus près, on remarquait quelque chose, c'était toujours Ini qui portait les fardeaux. Pas seulement les sacs, mais aussi les problèmes des autres, les douleurs des autres. À 17 ans, son cœur était déjà trop grand pour sa poitrine. Oma, elle, était différente, vive, bruyante, excitante à fréquenter, mais elle avait toujours besoin d'être celle qui tirait le plus de profit de chaque situation. Ce lundi matin, elle courait presque pour aller à l'école. « Ini, marchons plus vite !» s'exclama Oma en tirant sur sa manche. « Si Madame Effie me fait encore mettre à genoux devant tout le monde, je vais mourir de honte. » « Tu ne vas pas mourir, Oma. Tous ces élèves juniors qui te regarderaient à genoux comme une chèvre? Non, pas aujourd'hui. » Elles avançaient si vite qu'Ini faillit ne pas voir la vieille femme. Presque, mais pas tout à fait. La vieille femme apparut au tournant, pieds nus sur le gravier tranchant, presque plié en deux sous un énorme fagot de bois. Son pagne était vieux et rapiécé. Ses mains, tendues vers le ciel, tremblaient profondément. La sueur coulait sur son visage, bien que la matinée fût encore jeune. « Mes filles, s'il vous plaît, aidez-moi à porter ce bois jusqu'à chez moi. Mon corps est fatigué aujourd'hui. » Le visage d'Oma se tordit de dégoût. « Vieille femme, nous ne pouvons pas t'aider. Nous sommes déjà en retard. Va chercher tes enfants. » La vieille femme cligna des yeux. Une patience infinie traversa son regard, comme celui de quelqu'un à qui l'on avait déjà parlé ainsi et qui avait appris à ne pas en attendre mieux. Cette patience semblait exaspérer Oma plus que tout le reste. Elle leva la main et gifla la vieille femme en plein visage. Le son claqua sur la route comme un coup de fouet. Ini retint son souffle. La vieille femme vacilla, faillit s'effondrer avec tout son bois et ses os fragiles dans la poussière rouge, mais elle se rattrapa. Elle tourna lentement son visage, et ce qu'Ini vit dans ses yeux ne fut ni des larmes ni de la douleur. C'était quelque chose d'ancien et d'attentif, le regard de quelqu'un qui venait de voir exactement ce qu'il avait besoin de voir. « Tu vas le regretter, » dit-elle calmement. « Non pas parce que je te maudis, mais à cause de ce que tu es au fond de toi. Et un jour, très bientôt, ce que tu es au fond de toi te rencontrera sur la route. » Des regrets? Oma éclata de rire. « Vieille sorcière, viens, Ini, allons-y. » Ini ne bougea pas. Elle fixa la marque rouge qui montait sur la joue de la vieille femme, ses mains tremblantes, ses yeux qui la regardaient maintenant, non pas avec accusation, mais simplement en attendant de voir ce que cette deuxième fille allait faire. « Ini !» s'exclama Oma plus loin sur la route. « Viens maintenant, ou à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. » Ini regarda le dos d'Oma. Puis elle regarda la vieille femme. « Maman, dit-elle doucement,
je suis désolée pour ce qu'elle a fait. Laissez-moi porter le bois. Montrez-moi où est votre maison. Dieu se souviendra de toi pour cela, ma fille, répondit la vieille femme. Inny prit le fagot sur sa tête et faillit s'effondrer sous le poids. Il lui transperça le crâne, la nuque, la colonne vertébrale, jusqu'aux pieds. Elle agrippa la corde et se força à se redresser, les jambes tremblantes. Le chemin était long, bien plus long que ce que la vieille femme avait laissé entendre. Le cou d'Inny brûlait, ses épaules la faisaient souffrir, la sueur coulait dans ses yeux. Elle pensait à Madame Effie l'appelant pendant l'assemblée et trouvant le silence. Elle pensait à Oma, déjà à son bureau, racontant à tout le monde qu'Inny était devenue folle. Elle pensait à tout cela, et continua de marcher. « Maman, est-ce que votre maison est vraiment loin ?»« Un peu plus, ma fille. Juste un peu plus. » Inny serra les dents et continua. Quand elles arrivèrent enfin, la concession avait l'air d'un endroit abandonné au temps. Pleine de feuilles mortes, de poussière partout, des marmites posées inutilisées, des toiles d'araignées tendues dans les coins, un endroit qui avait cessé d'attendre des visiteurs. Sans qu'on le lui demande, Inny prit le balai. « Maman, regardez. Laissez-moi faire cela avant de partir. » Elle balaya toute la concession. Elle lava les marmites. Elle trouva du gari, du poivre et des légumes dans la cuisine, encore bons, et alluma un feu. Elle cuisina pour une femme dont elle ne connaissait même pas le nom. Pendant ce temps, l'école continuait sans elle, et sa meilleure amie avait déjà tourné la page sans elle. Elle cuisinait parce que cette femme avait faim. C'était la seule raison dont elle avait besoin. Quand la nourriture fut prête, elle servit d'abord la vieille femme. Après un long silence confortable, celle-ci posa son assiette et regarda Inny avec la profondeur de l'océan, comme si elle voyait jusqu'au fond de son âme. « Tu as un bon cœur, ma fille. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, maman. »« Non. » Elle secouait lentement la tête. « Ton ami n'a pas fait cela. Le monde est plein de gens qui ne l'auraient pas fait. Ne sois jamais honteuse de ton cœur. »« Maman, je dois y aller maintenant. Entre d'abord. » À l'intérieur de la maison sombre, la vieille femme déballa quelque chose d'un vieux tissu dans un coin, un petit pot, blanc, d'une propreté impossible pour une maison aussi usée. Il semblait émettre sa propre lumière douce. « C'est pour toi. »« Maman, je ne peux pas. Je sais que tu n'es pas venue pour une récompense. C'est exactement pour cela que tu la mérites. » Elle le plaça fermement dans les mains d'Inny. Il était chaud. « Quand tu auras besoin de quelque chose, touche ce pot 3 fois. Ce dont tu as besoin apparaîtra à l'intérieur. » La bouche d'Inny devint sèche, mais la vieille femme baissa la voix, grave et absolue. « Écoute-moi bien. Ne le dis à personne. Ni à ta mère, ni à ta tante, ni à ta meilleure amie, à personne. Dès que ce secret quittera tes lèvres, le cadeau sera en danger. Et utilise-le uniquement pour faire le bien. Le bien doit rester pur, sinon il meurt. »« Maman, qui êtes-vous ? » ?»« Ferme les yeux. » Inny obéit. Un vent doux lui effleura le visage. Une sensation de rotation légère, comme si le monde tournait. Des sons d'eau au loin. « Ouvre-les. » Elle se tenait debout dans sa propre chambre. Elle baissa les yeux. Le pot blanc était dans ses mains. Inny s'assit lentement sur le matelas, car ses jambes avaient cessé de marcher. Elle fixa le pot, son souffle s'accrochant dans sa gorge. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle n'en parla à personne. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir porté le bois, ni d'avoir vu Oma s'éloigner ce matin-là, ni de se tenir devant sa tante en rentrant chez elle, en uniforme scolaire, au milieu de l'après-midi. Sa tante, Mama Ossé, était une femme qui utilisait sa voix comme une arme et avait très peu de patience pour les perturbations. « Inny !» Le cri arriva avant même qu'elle n'ait complètement franchi la porte. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es à la maison à cette heure-ci, en uniforme ? » Tati, je peux expliquer. Expliquer quoi ? Je sais ce qui se passe. Tu veux commencer à courir après les garçons. C'est ça, hein ? Tati, j'ai aidé une vieille femme à porter du bois. Je suis arrivée en retard à cause d'elle. Mama Ossé éclata d'un rire amer. Tu sais combien de filles m'ont raconté cette histoire ?
La semaine prochaine, ce sera un vieux monsieur. La semaine d'après, je me suis endormie dans le lit de quelqu'un. Elle secouait la tête avec force. Merci Dieu que je n'ai pas encore payé tes frais de scolarité. Merci Dieu. Dieu m'a sauvée aujourd'hui de gaspiller de l'argent pour une fille qui veut traîner mon nom dans la boue. Tati, s'il te plaît. Si tu parles trop, je vais t'empêcher d'aller à l'école complètement. Va cuisiner le dîner et ne me parle pas ce soir. Innie cuisina. Elle ne pleura pas, bien que les larmes lui montent aux yeux. Elle remua le pot, respira, et se dit, ça n'a pas d'importance. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit aujourd'hui, quelque chose que je ne comprends pas encore. Attends. Sois patiente. Garde le silence. Elle garda le silence. Elle utilisa le pot pour la première fois 4 jours plus tard. Ses frais de scolarité n'avaient toujours pas été payés. Mama Ossé trouvait toujours des raisons de retarder. Le 5e jour, la directrice l'appela devant toute la classe et lui ordonna de rentrer chez elle et de ne pas revenir sans ses frais. Innie rentra chez elle, la mâchoire serrée et les yeux secs. Elle entra dans sa chambre, verrouilla la porte, et sortit le pot de sous le matelas. Elle le regarda un instant, se souvenant de la voix de la vieille femme, pour le bien, pas pour l'orgueil, pas pour frimer. Payer ses propres frais de scolarité, était-ce une bonne chose? Elle décida que oui. Elle toucha le pot 3 fois, et l'argent apparut. Elle se couvrit la bouche avec ses 2 mains et resta là, tremblante, dans un silence absolu, avant de ramasser l'argent et de retourner à l'école. Quand la directrice rayait son nom de la liste, Innie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pas du bonheur, exactement, mais quelque chose de plus profond, le sentiment d'être quelqu'un qui pouvait résoudre ses propres problèmes. Elle fit attention, toujours attention. Elle paya discrètement les frais de scolarité d'une camarade de classe par l'intermédiaire d'un professeur de confiance, sans rien dire. Elle laissa de l'argent pour les médicaments de Baba Ovi avant même qu'il ne se réveille. Elle aida une veuve de la rue voisine avec de la nourriture et du loyer. Elle ne se vanta jamais, ne fit jamais sentir à quiconque qu'il était petit de demander de l'aide. Mais un village à milieu, et la bonté discrète finit par faire du bruit. Les murmures commencèrent. Cette fille Innie, d'où vient tout son argent? Elle avait payé les frais de scolarité du fils d'Ozaz. Elle avait donné de l'argent à Baba Ovi pour ses médicaments. Et les murmures parvinrent aux oreilles d'Oma. Oma avait repris leur amitié après ce matin-là, avait recommencé à traîner avec Innie, à partager son déjeuner, mais quelque chose avait changé en elle. C'était la manière dont Innie l'avait regardée quand elle avait dit « Vas-y, viens ». Totalement indifférente. Comme si elle contournait les menaces d'Oma comme de simples cailloux sur la route. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Cela s'était logé en elle comme une écharde qui ne voulait pas sortir. Alors, quand les murmures sur l'argent d'Innie lui parvinrent, ils tombèrent droit sur cette écharde et prirent feu. Elle commença à observer Innie comme une personne affamée observe quelqu'un qui mange. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Oma s'arrêta et se tourna vers Innie avec un visage soigneusement arrangé pour paraître détendu. « Les gens parlent de toi. Ils disent que tu donnes beaucoup d'argent, des frais de scolarité, des factures d'hôpital. Je te demande en tant qu'amie, d'où vient tout cet argent? » « Les gens parlent toujours de quelqu'un, » répondit Innie. « Je suis sérieuse. » Oma lui toucha le bras et adoucit sa voix. « Certains disent même que tu fréquentes des hommes. » Bien sûr, je leur ai dit que ce n'était pas vrai. La pause, bien sûr, dura une seconde de trop. Innie l'entendit. Elle la rangea discrètement dans un coin de son esprit, comme elle rangeait beaucoup de choses. « Je vais bien, Oma. Ne t'inquiète pas. » La faim dans les yeux d'Oma, alors qu'elle la regardait s'éloigner, n'était pas quelque chose qu'Innie vit, mais elle était là, et elle grandissait en quelque chose de dangereux. 3 semaines plus tard, Oma frappa à la porte d'Innie, les yeux rouges et une bouteille de boisson fruitée à la main. Elle pleura. Elle tint les mains d'Innie et parla de leur amitié, de leur enfance. Elle implora son pardon avec une douleur si crue que la fillette de 9 ans qu'Innie avait aimée semblait se tenir sur le seuil. Innie, dont le cœur était tendre même quand son esprit lui disait « Fais attention », répondit « Oui. » Célébrons. Oma, déjà en train de verser à boire, dit
Je sais que tu ne bois pas. Juste du jus. Ça avait exactement le goût du jus. Igny se détendit. Elle n'aurait pas dû. Verre après verre, Oma remplit les 2 gobelets, mais touchait à peine au sien, maintenant la conversation animée. Igny avait toujours les yeux fixés sur son visage. Une chaleur commença dans la poitrine d'Igny, puis se répandit, et ses pensées se mirent à avancer lentement, comme des pieds dans de l'eau profonde. Igny, murmura Oma en se penchant vers elle, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis ta seule vraie amie. Je sais, entendit Igny se répondre. Ce matin-là, avec la vieille femme, qu'est-il vraiment arrivé? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Quelque chose au fond de l'esprit d'Igny essaya de dire, arrête. Ne dis rien. Mais c'était enfoui trop profondément. Elle m'a donné un pot, dit Igny. Le mot était sorti, et une fois sorti, le reste suivit comme de l'eau à travers un mur brisé. Un pot blanc. Touche-le 3 fois, dis ce dont tu as besoin, et ça apparaît à l'intérieur. Le visage d'Oma ne changea pas. Elle garda son expression douce et amicale. Mais derrière ses yeux, quelque chose s'était allumé. Où est-il maintenant? Demanda-t-elle gentiment. Sous le lit. Tu as l'air si fatigué. Viens, repose-toi un peu. Elle aida Igny à s'allonger et lui caressa la tête jusqu'à ce que les yeux de cette dernière se ferment. Puis Oma se leva, se déplaçant sans bruit. Elle se mit à genoux à côté du lit, souleva le matelas, trouva le sac, et l'ouvrit. Le pot blanc était là, émettant une lueur faible. Oma le prit. Elle regarda Igny une dernière fois, paisible, inconsciente, puis sortit de la chambre, traversa la concession et prit la route. Ensuite, elle courut. Oma était dans le premier bus quittant UBO avant le lever du soleil. Elle s'enferma dans une chambre d'hôtel bon marché, posa le pot sur le lit et le toucha 3 fois. « Donne-moi 5 millions de Naira. » Des liasses de billets apparurent à l'intérieur. Elle rit jusqu'à pleurer. Elle étala l'argent sur le lit et s'y roula dedans, comme quelqu'un qui avait attendu ce moment toute sa vie. « Igny est trop sainte pour son propre bien, se dit-elle. Cela a toujours été destiné à quelqu'un qui sait comment l'utiliser. » 3 jours de folie suivirent, boutique, coiffure, ongles, 3 nouvelles perruques, des chaussures si chères que les vendeuses souriaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec la gentillesse. Le téléphone qu'elle avait toujours montré du doigt dans les vitrines depuis 2 ans, elle entra dans le magasin, le désigna, et jeta l'argent sur le comptoir comme s'il s'agissait de papier. Elle publia tout, photos en ligne, vidéos, commentaires qui affluaient. Des inconnus l'appelaient « Madame ». Elle alla en boîte 2 soirs de suite, s'assit au premier rang, commanda des bouteilles, lança de l'argent sur des gens qu'elle ne connaissait pas, juste pour les voir sourire, juste pour entendre les applaudissements de quelqu'un qu'on considérait comme important. Le 3e matin, elle se réveilla la bouche sèche et compta ce qu'il restait. Presque tout était parti. Elle ne ressentit même pas de honte. Elle attrapa le pot sans hésiter. « Donne-moi plus. » 10 millions. La pièce devint glaciale. Soudainement, complètement, le pot trembla, et disparut. Oma hurla. Elle tendit la main et ne trouva que le matelas vide. Puis l'air changea d'une manière qui la figea sur place. 2 présences émergèrent des ombres près du mur. Elle ne pouvait pas voir leur visage. Elle ne le voulait pas. Une voix vint de partout à la fois et pénétra directement dans sa poitrine. Tu es avide. Tu es méchante. Tu as volé ce qui t'a été donné par sacrifice. Tu as drogué ton ami. Tu as utilisé l'amour comme un piège. S'il vous plaît. Ce qui sortit de la bouche d'Oma était à peine un son. S'il vous plaît. Je suis désolée. S'il vous plaît. Retourne. Retourne auprès de celle que tu as trahie. Avoue tout. Si tu attends ne serait-ce qu'un jour, ce que tu viens de ressentir sera la moindre des choses que tu connaîtras. J'y vais maintenant. Je le promets. Les présences disparurent. Oma resta assise par terre, entourée de ses sacs de shopping et de ses nouvelles chaussures, pleurant de vraies larmes, celles qui viennent d'un endroit brisé en elle qu'elle gardait habituellement verrouillé. Puis elle fit un sac, laissa tout le reste, et prit le premier bus pour retourner à UBO. Igny se réveilla ce matin-là avec la tête lourde et un froid dans la poitrine.
Les souvenirs lui revinrent par morceaux, Oma, la boisson, le pot sous le lit. Elle déchira le sac avant d'être complètement réveillée. Vide. Elle s'assit par terre, fixant le vide. Puis elle se leva, se lava le visage, et sortit. Elle avait à peine atteint la porte quand elle vit la vieille femme au coin de la route, appuyée sur son bâton, la regardant approcher avec des yeux sans surprise. « Maman », la voix d'Innie se brisa. « J'ai échoué. J'ai brisé votre avertissement. » Oma a pris le pot et... « Je sais, » dit la vieille femme. « Je suis tellement désolée. Elle a mis quelque chose dans la boisson et ma langue s'est déliée et... » Innie. Le nom la stoppa net. Tu as été trahi par quelqu'un que tu aimais parce que tu lui faisais confiance. Ce n'est pas de la bêtise. C'est le risque d'un bon cœur. Mais le pot, ce qui t'appartient ne peut pas être volé définitivement. La voix de la vieille femme était calme et absolue. Rentre chez toi. Attends. Ne cesse pas d'être celle que tu es. Ce soir-là, Innie entra dans sa chambre. Sur sa petite table en bois, le pot blanc était là, propre, chaud, émettant une douce lueur dans la pénombre de la pièce, comme s'il n'avait jamais quitté les lieux, comme s'il avait simplement attendu qu'elle revienne. Innie resta sur le seuil pendant une minute entière. Elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de le regarder, cette petite chose impossible et fidèle. Et quelque chose dans sa poitrine, qui était serrée et froide depuis le matin, commença lentement à se détendre. Puis elle s'approcha lentement, tendit la main et le toucha une fois, pas trois, juste une fois, comme on caresse le visage de quelque chose qu'on croyait perdu à jamais. Et dans la pièce, juste à la limite de l'audible, une voix murmura. « Bien joué, ma fille. Bien joué. » 2 jours plus tard, Oma s'agenouilla dans la concession d'Innie, dans la poussière, et se brisa complètement. Elle avoua tout, la boisson droguée, les questions, le pot volé, la ville, les cadeaux dans la chambre d'hôtel, tout, sans rien édulcorer. J'étais aveugle et méchante. Elle sanglotait. S'il te plaît, tu es la seule vraie amie que j'ai jamais eue, et je l'ai détruit. Je suis tellement désolée. Innie resta immobile pendant tout ce temps. Puis elle s'approcha d'Oma et la releva. Je te pardonne, dit Innie. Le visage d'Oma se remplit de soulagement, et elle tendit les bras vers elle. Mais je ne peux pas te rendre ce que nous avions, ajoutait Innie doucement. Oma resta figé. Te pardonner signifie que je ne porterai pas ce poison en moi. Je ne te haïrai pas. Je ne te souhaiterai pas de mal. La voix d'Innie était ferme et douce. Mais être proche de toi à nouveau, partager ma vie avec toi, ça, je ne peux pas le faire. Pas pour te punir, mais parce que certaines blessures, une fois infligées, changent la forme des choses pour toujours. Innie, s'il te plaît. Je prie pour que tu deviennes meilleure. Je le pense vraiment. Mais cette transformation doit se faire loin de moi. Oma resta là et comprit enfin, pleinement, ce qu'elle avait jeté. Pas le pot. Pas l'argent. Mais cette personne calme, généreuse, irremplaçable. Elle hocha la tête. Elle se retourna et quitta la concession. Innie la regarda partir, les larmes aux yeux. Pas de triomphe. Pas de soulagement. Juste le chagrin silencieux de quelqu'un qui a aimé quelque chose, et l'a laissé partir. Il s'appelait Innie, fils du conseiller le plus proche du chef du district, éduqué à l'étranger, discret et posé. Il était revenu chez lui pour superviser des travaux communautaires et n'arrêtait d'entendre un nom, Innie. Non pas parce qu'elle était bruyante, mais parce que les gens qu'elle avait aidés parlaient d'elle avec une chaleur particulière, la gratitude de ceux qui se sont sentis vraiment vus au moment où ils en avaient le plus besoin. Le vieux dont elle avait payé les médicaments. Le garçon dont elle avait réglé les frais de scolarité. La veuve. Les enfants sauvés de l'abandon scolaire. Innie remarquait ce que les gens faisaient quand ils pensaient que personne ne les observait. C'était la qualité qu'il appréciait le plus. Il demanda à la rencontrer. Il arriva sans cérémonie, sans escorte, sans façon, juste un homme qui se leva quand elle entra et dit « Tu dois être Innie. Merci d'être venue. » Il posa des questions sincères. Comment elle décidait qui aider? De quoi le village avait besoin?
Ce qu'elle voulait pour sa propre vie. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Elle répondit qu'elle voulait terminer ses études. Qu'elle voulait faire quelque chose de significatif, pas pour les journaux, mais quelque chose qui garderait les enfants en classe et mettra de la nourriture sur les tables. Annie l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un instant. J'ai rencontré beaucoup de gens, dit-il. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle d'aider les autres comme toi, pas comme un sacrifice, pas comme une performance, mais comme si c'était simplement la bonne façon de vivre. C'est la bonne façon de vivre, répondit Annie. Je suis d'accord. Il la regarda, clair, chaleureux, sans complication. Puis-je revenir te voir ? Quelque chose s'ouvrit dans la poitrine d'Annie, lentement, comme une fleur trouvant sa saison. Oui, dit-elle. Tu peux. Leur amour ne fut pas précipité. Il grandit comme grandissent les choses construites sur un bon terreau, régulièrement, avec des racines profondes, sans le drame de ceux qui essaient de se convaincre d'être réels. Il lui rendait visite. Ils parlaient. Ils marchaient ensemble sur les routes du village au crépuscule. Il rencontra Mama Ossé, qui essaya de l'intimider avec sa voix acerbe, et découvrit, à sa grande surprise, qu'il était totalement impossible à intimider. Il sourit simplement et lui demanda comment s'était passée sa journée. 3 mois après le début de leur amitié, un soir calme sous l'arbre Oudala où Annie avait joué enfant, Annie se tourna vers elle. « Annie, veux-tu m'épouser ?» Les criquets continuèrent de chanter. Un oiseau de nuit appela non loin de là. Elle regarda cet homme calme, ancré, réel, et sentit tout le poids de tout ce qu'il avait mené ici. Le bois, la concession de la vieille femme, le pot blanc, Oma à sa porte avec la boisson droguée, le sac vide, le pot rendu. Ce qui t'appartient ne peut pas être volé définitivement. Oui, murmura-t-elle. Je veux t'épouser. Quand Thomas apprit la nouvelle, quelque chose de sombre monta dans sa poitrine avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Encore elle. Toujours elle. Cette nuit-là, elle se rendit chez un guérisseur traditionnel, un vieil homme au visage ridé comme de la terre craquelée. « Tu veux lui faire du mal, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Je veux ce qui aurait dû être à moi, » répondit Oma. Il la regarda longtemps. « Je te donnerai ce que tu demandes, mais quand tu partiras d'ici, ne te retourne pas. Peu importe quelle voix t'appellera. Si tu te retournes, ce qui te suit te trouvera à la place. » « Je ne me retournerai pas, promit-elle. Elle prit le charme et partit dans la nuit. Elle était à moitié chemin sur le sentier dans la brousse quand la voix retentit, douce, chaude, exactement le genre de voix qu'elle s'était toujours dit appartenir à quelqu'un destiné pour elle. « Oma, c'est moi. Tu ne me reconnais pas ? Attends, ne te retourne pas, Oma. J'ai fait le mauvais choix. C'était toi, depuis le début. Ça aurait toujours dû être toi. C'est pas ralentir. Ne fais pas ça. » Sa tête avait déjà commencé à se tourner avant qu'elle ne finisse de décider de ne pas le faire. Elle se retourna. Le sentier était vide. Pendant 1 seconde, rien ne se produisit. Puis la nuit inspira, et quelque chose qui était derrière elle tourna toute son attention vers son visage. Le cri quitta sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle courut à travers la brousse, à travers le village, jusqu'aux portes du palais où elle s'effondra et avoua tout devant le chef lui-même, le pot, la drogue, la trahison, le charme, tout, avant de se relever et de repartir en courant. Dans la brousse. Dans la nuit. Ils cherchèrent pendant 3 jours. Ils ne trouvèrent jamais Oma. Annie n'entendit l'histoire complète que 2 jours avant son mariage. Elle resta assise en silence pendant longtemps. Elle ne célébra pas. Elle pleura non pas pour elle-même, mais pour la fillette avec qui elle avait joué à 9 ans, qui avait mangé dans son assiette et partagé ses secrets. Quel gâchis, songea-t-elle. Quel gâchis énorme et inutile. Elle essuya ses yeux, alla trouver Annie, lui prit la main en silence. Cela suffisait. Le mariage fut paisible et beau. Toute la communauté était présente, car Annie avait touché la communauté d'une manière ou d'une autre. Pas parce que c'était petit, mais parce que c'était de qualité. Paisible. Comme quelque chose qui avait toujours été vrai et qui était enfin dit à voix haute.
Elle portait un bleu indigo profond et du corail, avec des feuilles fraîches dans les cheveux, selon la coutume de sa grand-mère, car certaines choses devaient être préservées. Elle ne portait pas de fleurs. Elle n'en avait pas besoin. Ce qui la faisait briller, c'était son sourire, doux, rempli de gratitude, le sourire de quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti de l'autre côté plus pur. Annie la regarda pendant toute la cérémonie comme un homme qui n'arrivait toujours pas à croire à sa propre chance. Mama Ose était au premier rang, pleurant avant même que cela ne commence. À la réception, elle prit Annie à part, loin du bruit et de la musique, et sa voix n'avait plus aucune de ses armes habituelles, juste de la fatigue, de la honte, de l'humanité. « J'ai besoin de te dire quelque chose, dit-elle. Je t'ai maltraité. Je t'ai traité de bonne à rien. J'ai rendu les choses plus difficiles. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande. » Annie regarda cette femme qui l'avait logée, nourrie, blessée, et qui, à sa manière limitée et maladroite, l'avait élevée. « Tu l'as, dit Annie. Tu l'as toujours eu. » Mama Ose cacha son visage dans ses mains et pleura. Annie la serra dans ses bras. Car le pardon n'est pas une récompense que l'on donne à celui qui est pardonné. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Le pot blanc resta sous le matelas, là où Annie l'avait toujours gardé. Elle l'utilisait moins maintenant, et différemment, non pas pour de l'argent, qu'elle avait désormais grâce à la famille de son mari, mais pour d'autres choses. Des conseils. De la clarté. Le genre d'aide discrète qui n'a pas de prix et pas de source visible. Elle n'avait jamais oublié les paroles de la vieille femme, le bien doit rester pur, sinon il meurt. Elle gardait ces mots près d'elle. Elle continuait d'aider les gens. Elle gardait son cœur simple même après avoir épousé une famille de statut et de confort. Elle respectait toujours les aînés, s'occupait toujours de ceux qui n'avaient personne, s'arrêtait toujours quand elle voyait quelqu'un en difficulté sur la route. Annie l'aimait encore plus pour cela, et non moins. Parfois, tôt le matin, avant que la maison ne se réveille, elle s'asseyait à côté du pot, les mains posées sur ses genoux, ne le touchant pas 3 fois, juste près de lui, comme on s'assoit près d'un feu par une nuit froide, non pas pour une raison particulière, mais juste pour la chaleur. Et parfois, elle le sentait, cette présence, ancienne, patiente, chaude. Et elle chuchotait dans la pièce vide. « Merci, maman. » Dans le village Igbo, on raconte encore cette histoire, aux filles, aux garçons, aux enfants sur le point de choisir la voie facile plutôt que la bonne. Et elle se termine toujours de la même manière. La gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus puissante au monde. Elle ne peut pas être volée. Elle ne peut pas être achetée. Et quand elle est gardée pure et offerte librement, elle construit une vie que l'avidité ne peut jamais toucher. Et le destin, disent les anciens, trouve toujours sa propre voie.